Joshua M., chercheur de lumière. Chapitre 13. Descente. La coupure. Papa et maman vont revivre ensemble. Ils trouvent une maison isolée, près de Quimper, à 2 kilomètres d'un village. Dans cette maison, j'ai une grande chambre. Les murs sont peints ou tapissés. Tout est très bien, on peut ranger. Le jardin est très vert, très frais. Il se finit sur une petite rivière où je peux rêver. Je rentre en 4e. Je change de collège. Je me promets cette fois que personne ne me moquera. Je vais faire attention à mes gestes, à mon ton. Je veux bien travailler. C'est marrant la rentrée, comme ma bonne volonté. Je crois que tout peut changer. Chacun de nous y croit, je crois. Maman, papa, même moi j'y crois. On m'achète des cahiers, un agenda Mickey. Je me lève tôt le matin. Je fais les 2 kilomètres à pied. Je prends le bus au bourg de Gonard. Encore les bus le violent. Les enfants qui attendent me voient comme un nouveau. Surtout ne pas parler, ne pas les amuser, ne pas les provoquer. Au collège, c'est bizarre, je suis parmi les grands. C'est ça la 4e. Je veux pas faire allemand. J'aime pas cette langue. Je choisis l'espagnol, un peu pour le soleil. Je comprends vite cette langue. Je suis bon en anglais, en histoire, en français. La Lolita sort un album, enregistré aux États-Unis, à New York. J'adore New York. Ça me fait rêver. Je vais y vivre un jour, me perdre au milieu de ces tours. Il y a ce présentateur, ce journaliste télé. J'adore le regarder. Il est tellement branché. Il sait si bien parler, toujours à l'aise et drôle. Je suis troublé, je veux le rencontrer. Certain qu'on peut s'aimer. C'est mon premier émoi pour un homme, je crois. Je suis pas encore vraiment adolescent, mais je rêve qu'on s'aime. Souvent, j'imagine que je suis un chanteur en studio d'enregistrement. Il vient me chercher en avance pour m'écouter amoureusement. Je finis de chanter. Je le vois me regarder à travers la fameuse vitre qui isole les chanteurs dans les studios. Ensuite, nous partons en nous cachant un peu le visage avant de rentrer dans sa voiture. À Paris, il fait nuit. Nous sommes célèbres. Nous nous aimons. Et j'occupe ainsi mes après-midi. J'aime bien cette maison. Les parents y sont très absents, au travail le plus clair du temps. Pourtant, ils n'ont jamais d'argent. La paix est de courte durée. La misère monte son nez. Très vite, on n'a plus rien à bouffer. L'entreprise de papa ne rapporte rien. Elle est même vite endettée. Je sais d'avance absolument tout ce qui va se passer. Maman se remet à travailler de nuit pour que nous ayons à manger. En fait, rien n'a changé. Papa ne sait toujours pas nous protéger. Je me lève à 6h du matin, je mange pas, je bois mon thé, je m'en vais sans lui parler. Ce qu'il respecte, honteux de ce que je sais, qu'il est la malchance incarnée. Maman bosse toutes les nuits, elle bosse de jour aussi, chez des mémés. Tout ça pour éponger les dettes de cet enfoiré, les putains de traites de sa putain de société. Un soir, je vois maman sortir son carnet de chèques, en tirer, les signer, les lui donner, avant de retourner travailler. C'est qu'un loser. Et il le sait. Même son travail est un boulet. Le soir, il se remet à boire. En fait, il n'a jamais arrêté. C'est simplement vraiment flagrant, parce qu'il trouve toujours l'argent. À l'école, je ne fais qu'errer. Tout a bien sûr recommencé, les mauvaises notes, les colibets, mes provocations pour attirer un peu d'attention. Sauf dans le cas où je me tais. Fini la jolie maison, un papa et une maman. Fini même le plus petit des faux semblants. C'est une prison maintenant. Lui, un co-détenu, apeurant. Quand le car nous dépose,
C'est le retour en prison, alors je rentre en chantant. Des chansons tristes, souvent. Ce que je sais des vieux amants. Quand les voisins passent en voiture et qu'ils s'arrêtent pour me ramener, je leur dis que je préfère marcher, pour retarder le retour, bien sûr, mais aussi pour pouvoir chanter, car une fois le portail passé, c'est plus fort que moi, je me tais. Et puis cette mère et ses enfants qui leur demandent en conduisant « Alors les chéris, l'école s'est bien passée ?» Et moi dans ma tête à l'imiter « Ni, 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 ni. » C'est épuisant et démoralisant. Je suis mieux seul sur mon chemin. Je prends le plus long. Et avec mes chansons, je suis bien. Vacances de Noël. Je reste seul tout le temps. Le soir de Noël, à la maison, nous n'avons rien à manger. Papa réussit à nous faire inviter chez le garagiste et sa femme, avant qu'ils rentrent, pour nous emmener réveillonner. Maman découvre quelque chose, une femme, une trahison. Elle veut le quitter. Je reprends espoir. Quand il arrive, elle lui montre la preuve, une photo, un papier. Il se met à crier, des bruits, de la casse, des trucs brisés. Je vais dans le salon pour appeler la police. Il me voit, il lâche maman, il court vers moi, il m'arrache le téléphone, les fils du mur. Il me le jette à la figure. Je me cache derrière un siège. Il se retourne vers maman dans la cuisine. Il l'entraîne dans l'escalier qui descend vers le garage. Il se met à pleurer. J'écoute. Regarde ce que je t'ai acheté. Putain, mais c'est pas vrai. Maman remonte seule, avec du chalimard à la main. Il faut se préparer. Allez, viens, on va y aller. Quoi, après tout ça? Je suis terrorisé, déçu, dégoûté. Le téléphone m'a fait une bosse à la tête. Je regarde maman avec les yeux. Je lui demande si tout ça est sérieux. Pourtant, nous nous habillons. Je reste muet, fébrile. Le réveillon est une pièce de théâtre. Pas un réveillon, mais deux espèces de parents en représentation. Je regarde nos hôtes, comme pour demander de l'aide en silence. Je peux pas parler, je peux pas manger. Au retour, la maison est saccagée. J'ai pris un téléphone dans la gueule. Maman s'est pris des baffes. Elle a la preuve d'être trompée. Pourtant, il joue le couple parfait. Ce soir, le chalimard, que j'aime tant sentir sur maman, me donne envie de vomir. Un soir, nous partons tous les trois dans le camion de papa voir Jérémy et Sophia. Maman leur fait des chèques pour le loyer, les courses, et puis elle sort de son sac un bocal à papa, plein de pièces jaunes accumulées. C'est un peu misérable. Je crois que c'est ce qui le gêne. Il se met à gueuler. C'est à moi, putain, qu'est-ce que tu fais? On n'a pas d'argent à leur donner. Il attrape le bocal, le jette contre le mur. Les pièces jaunes s'éparpillent partout. Les bouts de verre. La peur nous paralyse tous. Sophia prend son manteau. Pour la première fois, elle brave celui que depuis longtemps elle n'appelle plus papa. Tu recommences à déconner, toi. C'était pas la peine de revenir pour nous refaire vivre ça. Regarde-nous, regarde-toi. C'est ta femme qui paie tout. Et t'es violent avec ça? Maman, elle était plus heureuse sans toi. Elle claque la porte. Nous disons au revoir à Jérém. Il ramassera les pièces. Dans le camion, au retour, je suis caché derrière avec les outils de papa. Il fait nuit, il fait froid. Dans le noir, je me dis que je peux plus rester comme ça. Ils sont trop malsains. Je suis en danger, j'ai envie de me suicider. Je dois les quitter pour me sauver. Je dois m'organiser, être placé en foyer. À la rentrée, je sais ce que je dois faire. Aller à l'infirmerie. Le prof de musique me laisse y aller sans rien demander. Il ne me reverra plus. La classe entière ne me reverra plus. Je le sais. Je parle à l'infirmière, très peu, juste assez. Elle me laisse me reposer. 1 heure plus tard, une assistante sociale est là
pour m'écouter. Je dis pas grand-chose. Le téléphone lancé à la tête, rien à manger et l'envie de me suicider. Elle me demande si j'ai de la famille qui pourrait m'accueillir le temps de me trouver une place dans un foyer. Gabrielle vient me chercher. Elle m'emmène chez elle. Son mari est gentil, leurs enfants aussi. Sans être riches, ils ont tout ce qu'il faut. Sous leur toit, il fait chaud. Gabrielle cuisine bien. Je ressens un sentiment de sécurité, un peu de repos. Je dors pas très bien, mais je vais quand même mieux. L'assistante sociale passe souvent. Elle me trouve un nouveau collège à Quimper. Elle fait bien attention à ce que j'y sois jamais allé pour éviter de me ramener au passé. Gabrielle m'achète de nouveaux vêtements, des baskets, un jean, un sweatshirt. J'intègre une classe de 4e. Les filles me trouvent mignon. Je fais tout comme les autres garçons. Comme je me tais, personne ne sait ni pourquoi je suis là, ni ce qui s'est passé. Je reste seul. Je lis pendant les récrés, je reste au CDI. Mes résultats sont médiocres, sauf en français et en anglais. À la maison, j'aide. Je mets la table, je débarrasse. Je range la cuisine tous les soirs pendant que Gabrielle et son mari couchent les enfants. C'est structuré, ça me repose. Je mange à nouveau. Je fais beaucoup d'insomnie. La nuit, je prie. Je me lève le premier vers 6h30. Il fait nuit. Je me prépare en silence et je quitte la maisonnée, endormi. La Lolita est en tournée. Elle passe à Brest. Je suis frustré de ne pas pouvoir y aller. Dans la cour du collège, un matin, je reconnais 2 enfants du réseau. Mon cœur tressaille. Gérard les avait filmés et j'ai vu leurs vidéos. Ce sont eux, je les reconnais. Je me renseigne. Ils ont les mêmes prénoms que Gérard m'avait donnés. Je m'interroge. Est-ce qu'ils sont encore sous son emprise? Est-ce qu'ils ont réussi à se libérer? Est-ce qu'ils me reconnaissent, eux aussi? Est-ce que Gérard leur a montré des vidéos de moi? Je sais pas. Ce que je sais, c'est ce qu'il leur faisait. Les clients chez qui il les amenait, je fais comme si rien n'était. Je crois que ils ne me connaissent pas. Je vais voir des psys pour que le juge des enfants statue sur mon état. Je dessine, je parle, jamais je ne me dévoile, à aucun moment je ne me confie. Après l'étude de mon bilan psychologique, le juge des enfants a décidé de nous convoquer, maman et moi, au tribunal. Puisque celui que je devrais appeler papa n'est pas mon tuteur légal, il n'est pas concerné, mais maman vient avec lui. J'arrive avec Gabrielle et son mari. Le juge nous reçoit, maman et moi. Il parle à maman de la violence intolérable sous notre toit. Il dit qu'elle n'est pas saine pour moi, qu'il faut m'en protéger. Maman fait celle qui ne comprend pas. Alors madame, vous comptez faire quoi? Je sais pas. Vous savez, c'est pas si terrible que ça. Son père n'est pas toujours comme ça. Vous ne voulez pas le quitter pour récupérer Joshua. C'est Joshua qui est parti. Il a l'air ahuri. Je suis désespéré. Je regarde mes pieds. J'ai envie de pleurer. Laissez-moi seul avec lui, s'il vous plaît. Seul, avec moi, il me regarde gentiment. Pas facile, hein, Joshua? J'essaye de ne pas trop pleurer. Pourtant, je sens mes larmes couler. Et qu'est-ce que tu voudrais, toi? Ta sœur propose de te garder, sinon c'est le foyer. C'est difficile pour moi de refuser la proposition de Gabrielle et son mari. Ils m'aiment beaucoup. Ils m'ont tout de suite accueilli, mais je veux être libre, quitter cette famille, m'émanciper. Je vais aller en foyer. Je pense aussi que c'est le mieux pour toi. On les appelle et on leur dit. J'acquiesce silencieusement
en espérant que maman sera choquée de me voir partir en foyer et changera d'avis. Un homme violent ou un enfant, le choix est évident. Mais non, je la vois signer un papier, un genre d'acte d'abandon. Cette image de maman en train de signer ce papier finit de me détruire pour de bon. Je repars avec Gabrielle. Elle me reproche d'abord de ne pas avoir accepté de vivre chez elle. Mais son mari est plutôt soulagé. Leur famille redevient ce qu'elle était. C'est mieux ainsi. J'ai mal au ventre en rassemblant mes affaires. Je vais quitter définitivement cette famille, en être libéré, comme si, à 14 ans, j'avais déjà 18 ans. Gabrielle peste contre maman. Putain, mais moi, si on place un de mes enfants, je plante une tente devant le foyer, je fais tout pour le récupérer. Elle me raconte encore qu'elle aussi a été placée. 1 an avant que je naisse. Elle avait 14 ans. Papa la frapperait trop, même avec des sabots. Lorsque nous sommes partis vivre à Douélan, elle avait 16 ans. Maman l'a laissée au foyer de Royan. Jusqu'à ses 18 ans. Je reçois de la tendresse de Gabrielle. C'est pas la première fois pour elle. Je pleure contre son cœur. J'aime profondément ma grande sœur.